Bonjour et merci à toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Elle témoigne de l'intérêt partagé pour la presqu'île guérandaise et plus particulièrement ses marais salants. Nous avons appris lors d'une présentation récente que 85% des élus de notre communauté d'agglomération sont de nouveaux élus. Donc de nouvelles perspectives, des choix politiques locaux et départementaux vont se faire jour. Quelles orientations, quels scénarios? Nous souhaitons que cette journée éclaire notre pensée, pose les questions et soit le début d'une coopération éclairée et active entre tous les acteurs. Le choix de Jean-Yves Defay, diplomate reconnu par son parcours international et ses écrits, s'est imposé pour mener ces débats. Merci Jean-Yves. Et je le connais de longue date. Ma famille et celle de Marie-Noël, sa femme, étaient engagées dans la vie de la cité. L'amitié et la reconnaissance, la confiance de nos deux associations font tuer aujourd'hui le maître de séance. Et puis, n'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant, mais pas pendant la séance. Merci. Bien, nous allons commencer ce colloque. Je dois dire, j'ai beaucoup de plaisir à venir à la demande des deux associations organisatrices, et plus particulièrement de Catherine Bayache, pour présenter les intervenants et pour animer ou modérer, ça dépend s'ils sont énervés ou pas, la table ronde ce soir, en fin de journée. Notre premier interlocuteur, alors je pense que est-ce que vous prendrez des questions, Mohamed ? Oui, bien sûr. Oui, mais après, oui. N'est-ce pas ? Bon. On vous a donné 3 quarts d'heure, donc vous allez parler 1h30, c'est ça ? 3 heures. Ouais, bon. Donc il n'y aura pas de questions. Il y aura toujours de plaisir. Mohamed Mahanan, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, directeur du labo Littoral, Environnement et Géomatique. 700 ans d'archives, a fait une étude, je vais y arriver, submersion marine sur le littoral atlantique français, 700 ans d'archives sociétales et environnementales pour une meilleure connaissance et gestion des risques. Donc je vous laisserai poser des questions par mon intermédiaire après la conférence. Mohamed, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter un petit peu le cœur de ce qu'on fait actuellement dans notre laboratoire littoral, environnement, géomatique à l'Université de Nantes. Nous sommes nombreux à siéger ou bien à travailler sur ces thématiques de recherche selon les différents angles de cette recherche dans le cadre de l'Observatoire des risques côtiers qui est présidé ou bien qui est dirigé par mon collègue Marc Robin qui interviendra juste après moi. L'idée de cette recherche, justement, pour comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement, parce qu'on a commencé à sentir le besoin de comprendre ce que c'est qu'une tempête, ce que c'est qu'une submersion marine juste après Xynthia. Avant, il y avait des tempêtes, il y avait toujours des tempêtes, il y avait toujours des submersions marines qui étaient beaucoup plus fatales, ce qu'on a vécu à Xynthia, et on n'en a jamais entendu parler. Et puis les sociétés, un petit peu, surtout la société française, elle s'est réveillée en 2010 sur une grosse catastrophe qui a commencé à s'interroger et à interroger aussi les décideurs, les élus, pour leur dire qu'est-ce qui se passe, comment vous allez nous protéger contre ces aléas. Parce que pour nous, on avait une grosse méconnaissance sur ce genre d'aléas. Et après, on a commencé un petit peu à rattraper notre retard par rapport à nos partenaires européens et américains, parce qu'eux, ils ont commencé à travailler sur ces thématiques depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Et je reviendrai pour tout ça dans les diapos à venir. Donc pourquoi 700 ans ? Parce que 700 ans, c'est un petit peu les plus anciens archives historiques qu'on a trouvées, les archives qui ont été écrites par des ingénieurs, par des médecins. Les premières traces des écrits ou bien des défiscalisations ordonnées par les différents rois de France de l'époque. Donc on a trouvé ces traces-là et on a pu remonter jusqu'à 1300. Et au-delà, on a très peu de documents qui ont été détruits, soit par la Révolution républicaine, soit par les deux guerres mondiales. Donc on a eu beaucoup de pertes en termes d'archives historiques. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls dans ce cas de figure. Là, je rappelle seulement que la Chine, parmi les pays qui ont des archives historiques les plus importantes, ils ont lancé un grand projet mondial depuis seulement 5 ans pour aller chercher leurs archives et essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passait sur leur territoire. Parce que sans connaissance de notre histoire, on ne peut pas avancer dans le futur.
Donc sur la partie tempête et submersion marine, donc c'est une chronologie, donc on a du mal à voir qu'est-ce qui s'est passé à part avant 1850, parce qu'après 1850, on a commencé à avoir de l'instrumentalisation. Donc on a des instruments maintenant, des marégraphes, des appareils qui mesurent la vitesse des vents, et on peut facilement avoir des analyses, des données précises pour avoir à quel moment il s'est produit une tempête et quels sont ses impacts. Mais avant cette date-là, on ne connaît ni la fréquence ni l'intensité de ces tempêtes-là, parce qu'elles se sont produites à un moment ou à un autre. Quelle est la relation avec ces tempêtes, avec le changement climatique? Parce qu'on entend tout le temps parler, dans tous les rapports de GIEC depuis maintenant 20 ans, que le réchauffement climatique va causer l'augmentation des impacts, l'augmentation des fréquences et ou de l'intensité. Mais à aucun moment on sait est-ce que c'est la fréquence qui va augmenter, est-ce que c'est l'intensité qui va augmenter, ou tout simplement, ce sera un autre point qu'on est en train de chercher, c'est la trajectoire de la tempête qui va changer aussi. Du coup, ce sont des points, ce sont des questionnements sur lesquels on va se pencher. On a commencé à se pencher depuis 5-6 ans, depuis la création de l'Observatoire des risques côtiers à l'Université de Nantes. On a commencé à se pencher sur ces questions-là pour avoir les éléments de réponse et pour essayer d'éclairer nos décideurs pour prendre les bonnes décisions les plus rationnelles. Sur le troisième point, c'est la relation au milieu. Donc ça veut dire comment l'homme, comment les sociétés littorales de l'époque, elles ont un petit peu résisté, ils se sont adaptés, ou bien ils ont aussi fait face à ces aléas parce qu'ils ont toujours existé. Et le troisième point le plus important, sur lequel je reviendrai rapidement parce qu'on n'a pas encore des éléments de réponse sur ce point-là, mais c'est juste pour éclairer aussi le grand public, c'est la comparaison avec les tempêtes actuelles. Donc on va dire que la tempête de Xynthia, elle s'est produite en 1350, elle s'est produite en 1750, elle s'est produite en 1450. Personnellement, on ne croit pas trop parce qu'on n'avait pas les mêmes éléments de comparaison. Donc avant 1850, on n'avait que des éléments descriptifs, ça veut dire que les gens ils arrivent seulement à décrire la tempête, à décrire les impacts de la tempête. Maintenant, la tempête elle est décrite par des valeurs quantitatives, notamment sur la direction, sur la force des vents, la hauteur des marées, la surcote. Donc tout ça, ce sont des valeurs quantitatives. Or, à l'époque, on n'avait pas ces mesures, on n'avait pas ces instruments pour mesurer ces valeurs-là. Du coup, la description de la tempête, elle était juste qualitative. Ça veut dire qu'il y avait des personnes éclairées qui vont essayer de décrire ces événements sans instrument. Du coup, c'est toute la difficulté de comparer deux événements, un qui est décrit par des valeurs quantitatives, des valeurs réelles, et l'autre qui est décrit par des valeurs ou bien par des descriptions qualitatives tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va y revenir un petit peu sur ces aspects-là. Du coup, par rapport à cette carte-là, que je viens de vous présenter ici. Donc on voit un petit peu que notre territoire aussi n'a pas été épargné par les tempêtes. Donc on a vécu depuis le XIIIe, XVIIIe siècle, donc ce sont seulement les tempêtes qui ont été recensées. Donc ça veut dire les tempêtes les plus destructives qui ont touché notre littoral français depuis le XIIIe siècle, ou bien le XIVe siècle, ont été recensées ici. Et du coup on est vraiment sur une magnifique trajectoire des tempêtes atlantiques sur notre territoire. Donc l'innovation qu'on a commencé à développer, c'est quelque chose qui se fait dans certains pays, notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il leur manque des archives historiques écrites, parce que les États-Unis, c'est un nouveau pays aussi. Donc, il n'y a pas des documents qui vont attester ce qui s'est passé dans les temps anciens. Donc, ils ont développé des approches, notamment basées sur ce qu'on appelle la sédimentologie. Donc, ça veut dire qu'ils vont étudier un petit peu les sédiments, le sable, la vase, et après, ils vont essayer de comprendre à quel moment la tempête est passée par cet endroit-là. Donc, on a essayé de coupler un petit peu les différentes approches. Donc, il y a des approches basées sur la sédimentologie, des approches basées sur même la dendrologie. On a fait des travaux sur des arbres au niveau de traits de Croisic, justement. On a essayé d'étudier les tempêtes dans les arbres parce qu'un arbre, quand il y a une tempête, il va se pencher et petit à petit, il va essayer de retrouver son équilibre de départ, il va se retrouver. Et du coup, tout ce qui s'est passé, donc, il est enregistré dans les cernes de ces arbres. Du coup, il faut juste faire des carottes dans l'arbre sans abîmer l'arbre, récupérer la carotte et après voir un petit peu à quel moment il y avait l'élargissement ou bien le resserrement de ces cernes pour dire, voilà, à ce moment-là, il y avait un fort vent qui a créé à ce que l'arbre va pencher et puis il a commencé à retrouver son équilibre de départ. Donc cette recherche, elle s'est forgée en quelque sorte autour de 4 grands axes. Donc reconstruire un petit peu les tempêtes et les caractériser. Donc on va essayer de les reconstruire, de dire voilà, telle ou telle année, il y a telle ou telle tempête, et voilà quelles sont les caractéristiques de cette tempête-là. Quantifier les dommages socio-spatiaux. Réflexion sur la construction d'un prototype d'évaluation socio-économique des tempêtes de passé, parce que les tempêtes de passé, maintenant, on peut facilement évaluer l'impact de la tempête par rapport
aux chiffres aussi monétaires des assurances. On dit voilà, la tempête de Xynthia, elle a coûté 4 milliards d'euros, mais avant on ne pourrait pas faire ça parce qu'il n'y avait pas, tout simplement, il n'y avait pas d'assurance, mais on avait d'autres paramètres, d'autres indicateurs qui pourraient nous expliquer un petit peu quels seraient ces impacts, l'impact de ces tempêtes sur les sociétés littorales de passé. On va analyser de manière un petit peu systémique aussi les réponses des sociétés de l'époque. C'est ce qui se passe actuellement aussi. Donc il y avait toujours les 3 niveaux. Donc il y avait un niveau, s'il y a une petite tempête, ce sont les sociétés littorales qui vont intervenir pour y remédier, pour restaurer les digues s'il y a des digues qui ont été détruites, construire des nouvelles digues s'il en faut construire des nouvelles digues, et ainsi de suite. Après, c'est la tempête, c'est un petit peu intermédiaire, donc c'est le pouvoir signoral, donc c'est l'équivalent aussi, c'est la région, la préfecture ici dans les temps modernes. Et après, à la fin, c'est quand il y a une tempête catastrophique, c'est le roi à l'époque qui prend les choses en main. Et après, généralement, c'est la défiscalisation des paludiers, des pêcheurs, des personnes qui travaillent dans les zones littorales. Et après, on va essayer de voir aussi la gouvernance, comment ça a évolué cette gouvernance depuis l'histoire très ancienne jusqu'à l'histoire moderne. Si j'y vais très vite, vous pouvez me le dire. Donc là, dans cette approche, on a une diversification des approches, des ressources, des sources. Donc depuis des documents anciens, donc là j'ai mis quelques documents. Donc là il y a le document historique narratif, c'est un issu de registre de la chancellerie de Duchy de Bretagne de 1509, qui décrit une tempête qui s'est produite en 1511, qui était une grosse tempête. On a des cartes et des plans qui sont très anciens, on peut remonter jusqu'à 1400-1500 ans. On a des observations météorologiques, mais on ne peut remonter que sur 2 siècles. Mais ça nous éclaire aussi et ça nous permet aussi de comparer ce qu'on a trouvé dans les éléments, dans les documents descriptifs par rapport aux valeurs de ces impacts, de ces observations. Il y a la dendrochronologie, donc on étudie un petit peu les arbres pour voir un petit peu les forçages des vents, leur direction et puis même la force. Et puis on a les archives sédimentologiques qui sont un petit peu les outils les plus fiables, moins précis, certes, que les archives historiques, parce qu'on a toujours une erreur de quelques mois, voire quelques années, pour détecter exactement la tempête, quand est-ce qu'elle s'est produite, mais on a au moins une forme de continuité sur le temps long, et on peut remonter jusqu'à 12 000 ans. Donc, comme j'ai commencé par le dire, normalement, ces études-là ont commencé depuis plusieurs années, notamment dans les Pays-Bas, dans la Flandre, dans la mer du Nord, parce que ce sont des zones qui ont subi beaucoup de tempêtes destructives depuis le Moyen-Âge. Il y a la première qui a commencé à travailler ça, c'est une universitaire géographe, Gottschalk, qui a commencé à publier des travaux, qui a commencé à creuser cette question de l'impact des tempêtes sur les sociétés littorales hollandaises depuis 1971. Après, on trouve qu'aussi, il y a Lamb en Angleterre qui a commencé un petit peu à creuser la question pour évaluer les impacts des tempêtes et voir un petit peu aussi la période des retours de ces tempêtes-là sur le territoire britannique. Et à partir des archives historiques, donc là, c'est les Américains qui ont commencé à prendre un petit peu la main sur ces outils-là pour étudier un petit peu l'impact ou bien le retour et les périodes de retour et les trajectoires des cyclones tropicaux aux États-Unis. En France, on a commencé à travailler sur ces thématiques-là seulement après Xynthia, après 2010. On a commencé à faire la reconstitution des tempêtes, que ce soit de la Loire jusqu'à la Gironde. Il y a des collègues à moi, historiens, géographes, qui ont commencé à travailler sur ces questions-là depuis quelques années, depuis 10 ans. Et puis, on a essayé un petit peu de rattraper, en quelque sorte, notre retard par rapport à nos collègues européens. Donc, cette diversification des ressources peut aller depuis les archives les plus simples jusqu'à la peinture. On peut parfois même trouver des descriptifs. Par exemple, là, la tempête qui s'est produite, c'est un raz-de-marée de la Saint-Félix, aux Pays-Bas, en 1530, qui a détruit complètement des villages sur la zone littorale, des villes, et puis qui a causé 100 000 décès sur ces territoires, ce qui est monstrueux. C'est pour ça que ces pays-là ont commencé à s'intéresser à ces événements-là pour voir s'il y a des tempêtes, parce que là, on s'intéresse beaucoup aux tempêtes séculaires, ça veut dire avec le caractère centennal qui revient tous les 100 ans,
mais chez certains chercheurs, on parle parfois des tempêtes millénaires, ça veut dire qu'elles reviennent tous les 1000 ans ou bien tous les 500 ans. Ça veut dire qu'elles dépassent le caractère centenaire. Et on ne peut avoir cette division sur ces événements-là seulement si on creuse un petit peu plus nos connaissances dans l'histoire de notre territoire. Donc sur les indicateurs sédimentologiques, le principe il est simple. Donc on travaille généralement sur ce qu'on appelle des lagunes ou bien des marais, comme le trait de Croisic par exemple, la petite mer de Gavre à côté de l'Orient, ou bien la petite lagune qui est très jeune de la Belle-Oriette dans le sud. Donc ces lagunes, normalement, ils sont caractérisées par une sédimentation. Donc ça, vous pouvez le remarquer facilement, vous pouvez y aller sur le terrain. Quand vous êtes sur le trait de la Guérande, vous allez voir que le type de sédiment qu'on trouve, c'est un sédiment vaseux. C'est de la vase, c'est des siltes. Donc ça veut dire que c'est un sédiment qui est fin, qui montre que c'est un milieu qui est moins agité, qui est très calme. Quand on a un événement tempétueux, ça veut dire que c'est beaucoup d'énergie qui va générer un déplacement des sédiments plus grossiers. Ça veut dire que c'est des sédiments qui viennent de la mer généralement. Ça veut dire que c'est un sable grossier, parfois mélangé même avec des graviers. Donc il qui va se déposer, qui va rentrer sur le trait de Croisic, il va se déposer dans le trait de Croisic. Il va couvrir à un moment ou à un autre le sédiment vaseux qui se retrouve initialement dans ces environnements-là. Après donc là, j'ai montré ici un petit schéma d'une création d'une brèche, par exemple. Donc quand on a une brèche, donc là, après une tempête, donc là on a le sable qui rentre. Le milieu va devenir pendant quelques mois, voire quelques années, comme un milieu marin, ouvert sur l'océan. Ça veut dire qu'on va trouver même des petites bêtes qui vivent dans l'océan, qui vont commencer à vivre à l'intérieur de ces zones-là pendant quelques années. Et après, petit à petit, on a la dérive littorale qui continue son chemin, le milieu commence à se reconstituer tout seul, et la brèche va se fermer petit à petit. Donc plus la brèche elle est ouverte, plus l'énergie elle est forte, plus la dynamique elle est forte aussi, plus la brèche elle commence à se rétrécir, plus la dynamique s'affaiblit avec, et la taille de sédiment aussi. Et du coup, on revient à la case de départ. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a de la vase en bas, donc on ne voit pas bien le texte parce que c'est très fin, on voit la base en bas, l'ouverture de la brèche, on a de sédiments sable qui vient des plages adjacentes, et après, la brèche commence à se fermer, ça veut dire qu'il y a une rupture entre ce qui se passe dans l'océan et ce qui se passe dans les marais, et du coup, on revient à un sédiment vaseux qui vient des continents généralement. Et là, on trace, on dit voilà, là, on a une tempête qui s'est produite telle année, et voilà, et on peut même estimer en quelque sorte la période de retour de l'équilibre de cet environnement en termes de temps. Ça veut dire entre l'ouverture et la fermeture de la brèche, ça s'est fait d'une façon naturelle. Donc on peut avoir ce qu'on appelle une résilience environnementale, qui est aussi un des thèmes forts sur lesquels on est en train de chercher parce qu'on n'a pas encore des résultats aussi fiables pour vous le présenter aussi. Donc selon aussi cette description, on peut identifier bien évidemment les différents scénarios. Donc vous connaissez, je pense que vous avez déjà entendu parler, qu'on a des submersions marines, donc soit elles se produisent par franchissement au débordement sur une digue existante ou bien sur un cordon existant, soit par la création d'une brèche. Donc quand on a un débordement, on va voir juste un épisode d'un bloc de sable qui va se déposer d'un seul coup. Vous voyez, donc vous avez un cordon, donc affranchissement de l'eau de mer qui va venir, qui va passer sur cette digue ou bien sur ce cordon, il va ramener avec lui un sédiment d'origine marine et qui va le déposer. Et après, la mer recule et après, plus rien. Donc c'est fini. Donc on va trouver juste après, on va trouver cet amas de sable qui va se déposer sur de sédiments vaseux. Et après, le milieu revient à la normale parce que la tempête, c'est 2-3 jours, pas plus. Du coup, sauf si c'est des tempêtes répétitives qui reviennent sur tous les 2-3 mois de suite. Après, on a les sédiments continentaux qui commencent à se déposer sur ce sable. Ils vont aussi le fossiliser, ils vont comme le préserver dans la colonne sédimentaire et dans les archives sédimentaires. Par contre, quand on a la création d'une brèche, donc la création d'une brèche, ça veut dire qu'on a une brèche. Donc la brèche au départ, elle est très large. Donc ça veut dire la communication entre ce qui se passe dans la lagune et ce qui se passe dans la mer, elle est beaucoup plus importante. Et puis l'énergie aussi, elle est beaucoup plus forte. Ça veut dire qu'on a plus de sable dans le milieu. Plus la brèche se referme, se resserre, moins d'eau marine pénètre dans ces lagunes, et ça veut dire moins de sable aussi grossier, ça veut dire que le milieu devient de plus en plus calme. Plus la brèche se resserre, plus le milieu devient calme, et il va retrouver son équilibre de départ. Et on peut décrire maintenant,
avec ce qu'on a comme données, on peut évaluer même est-ce que ces submersions marines de passé se sont produites via des brèches ou bien via des débordements ou des franchissements de cordons littoraux. Donc pour étudier, par exemple, déjà pour planter une carotte, donc il faut étudier le milieu. Ça veut dire que le milieu ne doit pas bouger depuis au moins 3 siècles. 3 siècles, ça veut dire les données les plus anciennes qu'on a, les cartes les plus anciennes, les plus fiables qu'on a, notamment la carte de Cassini, la carte de l'état-major. Par exemple, ici, sur le trait de la Guérande, on a utilisé la carte de Cassini de 1789, la carte de l'état-major de 1847, et on a vu par exemple sur le cordon que le cordon n'a pas bougé depuis 3 siècles. Il faut aussi chercher auprès des résidents, des personnes qui habitaient la région, les paludiers. On les a remerciés parce qu'ils nous ont renseigné aussi que ce sont des territoires qui n'ont pas bougé par l'homme aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une perturbation causée par soit un dragage, soit des remblais par l'homme à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire que le milieu doit évoluer pendant 3 siècles d'une façon très naturelle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut planter notre carotte et essayer de lire ce qu'il y a à l'intérieur de la carotte. Donc quand on fait ce genre de manipulation, on fait énormément d'analyses derrière et on essaie un petit peu de décortiquer et analyser les différents aspects de la carotte pour comprendre à quel moment la tempête elle est passée. Donc là, par exemple, là, c'est la tempête de 1351-1352. C'est une des plus grosses tempêtes qui s'est produite sur la façade atlantique française. Les historiens l'appellent la tempête apocalyptique parce qu'il a mis énormément de dégâts malgré une présence des sociétés littorales à l'époque qui était très faible sur le territoire. Mais ça a laissé des traces pendant plusieurs siècles dans le mental ou bien dans la psychologie des riverains qui ont habité la mer, parce que c'est une tempête qui était très très importante. Je reviendrai sur cette tempête-là après dans les archives, ce qui a été décrit d'ailleurs dans les archives. Donc avec ces données sédimentologiques, on peut les comparer par des données historiques. Donc ça c'est un registre paroissial de la Bruffière qui date de 1751-1760 et qui décrit, donc dans ce texte-là, il décrit la tempête de 14-15 mars 1751, qui était une des plus grosses tempêtes aussi de notre dernier millénaire. Donc je vous laisserai un petit peu, pendant quelques secondes, déchiffrer un peu le texte pour voir l'ampleur de travail qu'on est en train d'exercer, parce que pour étudier les tempêtes dans l'ouest de la France, on était amené à travailler sur 20 000 documents de ce type-là. Et après, ce n'est pas la facilité de la lecture, mais c'est aussi les mots français qui ont été perdus depuis plusieurs siècles, et il faut retrouver ces mots français, parce que la langue française elle a aussi évolué depuis le temps, et il y en a beaucoup de mots qui ont été perdus dans l'histoire et qu'il faut aller les chercher. Donc soit on les cherche nous-mêmes, soit on appelle des collègues pour leur demander qu'est-ce que signifie par exemple le mot « beau » par exemple. À un moment donné, c'était une digue. Il y a Jean-Luc Sarrazin qui a trouvé le nom « Vimer » à un moment donné, c'est une tempête, et ainsi de suite. Donc il y a énormément de mots, moi je ne vais pas en citer tous. Donc par exemple pour ce texte, donc pour la traduction, donc là on l'avait traduit ici, donc la nuit de 40-15 mars 1551, donc de 10h environ au soir on a essayé de traduire de façon littéraire ce qui a été écrit. Après on va essayer de comprendre et pour tirer les conclusions qu'on a pu tirer. Donc jusque sur les 5h environ de matin, il y a eu un ouragan si violent que la mémoire d'homme, il en a été vu un pareil. Donc vous imaginez donc déjà dans la mémoire des humains, des sociétés qui ont vécu à ce moment-là, ils n'ont jamais vu un tel ouragan d'une telle force qui s'est produit sur le territoire. Donc il a découvert plus de la moitié de chœur de l'église, emporté et dissipé presque toutes les ardoises, ravagé le nef de l'église, renversé les croix des pignons et découvert une grande partie des maisons. Enfin, a arraché, déraciné et renversé des arbres, chênes parmi les plus forts et les plus grands. Il n'a presque pas laissé debout des pommiers, pruniers, cerisiers, poiriers et d'autres arbres fruitiers. Et il est enfin presque incroyable le tort qu'a causé cette tempête dans cette paroisse et autres aux environs de la Bruffière. On décrit toujours par l'église parce que dans toutes les villes à l'époque, l'église c'était le monument le plus solide, le plus fort qui existait. Parce que les maisons, c'était des maisons, on n'avait pas une valeur
de la solidité de ces maisons-là. C'est pourquoi on part toujours sur l'impact de ces événements sur les églises. Donc là, j'ai cité un petit peu, par rapport à notre recherche, les archives qu'on a utilisées, donc les archives sur tout l'ouest de la France, depuis Angers, Bordeaux, Berès jusqu'à Paris, et ainsi de suite. Et on a recensé, pour mener cette recherche, presque environ 20 000 documents de ce type-là d'ailleurs. Donc quand on croise les données, par exemple sur la tempête de 1351-1352, donc là, on a adopté une démarche très minutieuse parce qu'il faut vraiment faire très très attention à ce qu'on va lire parce qu'il y a beaucoup de plagiat qui existait depuis les temps et parfois on trouve des incohérences entre les différents textes. Donc on ne peut prédire qu'un événement il s'est produit, il a eu ses impacts seulement quand l'événement est décrit par différentes personnes, et dans 3 sites complètement différents. Ça veut dire qu'ils n'habitent pas dans le même village ou dans la même villa, pour que ça ne soit pas juste une bouche à oreille qui a fait passer le message. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, voilà, qu'on note qu'il s'agit bel et bien d'une tempête, d'une submersion marine, et après on essaie d'étudier bien cet événement. Donc par exemple, la tempête de 1351-1352, donc elle a été décrite dans 3 sources narratives, donc par des témoins oculaires qui ont décrit cette tempête-là. Donc il y a une pièce de procès d'assises signeurale, il y a un acte de donation, et puis il y a un aveu d'un ingénieur de l'époque. Donc cette tempête-là, on l'a retrouvée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les archives sédimentologiques, parce qu'il a laissé des grosses traces dans les sédiments au niveau de la Guérande ici. Ça veut dire que c'est une tempête qui a duré un peu dans le temps. On peut partir sur... Selon les historiens, ils disent que c'est un raz-de-marée. Selon les archives sédimentologiques, on dit que c'est plusieurs raz-de-marée qui s'est produit dans un petit laps de temps, comme les tempêtes de 2013 et 2014 ici. Donc ces impacts, ça avait des impacts assez forts. On ne va pas évoquer les impacts toujours sur les pêcheurs et sur les bateaux, parce qu'on a toujours des dégâts des bateaux, on a toujours des morts pour les pêcheurs parce qu'ils étaient en pleine mer et après une tempête, forcément il y a des noyades et compagnie. Donc ce qu'on intéresse ici, c'est seulement les décès à l'intérieur des terres qui ont été causés par les submersions marines qui sont arrivées à l'intérieur des terres justement. Et donc parmi les impacts les plus marquants à l'époque, donc c'est la plaine Barbâtre à Noirmoutier qui est restée sous l'eau pendant plus de 50 ans et même des pêcheurs y vont à pêcher à la sole dans les dunes de Barbâtre qui étaient sous l'eau à cette période-là. Et puis les marais salants à Hollande-sur-Mer qui sont restés inexploitables pendant une 20aine d'années. Donc là, la réaction des sociétés, la réaction à l'époque de roi de France, donc c'était la défiscalisation de tous les paludiers, de tous les pêcheurs et toute la société littorale pendant plusieurs années pour qu'ils récupèrent un petit peu de ce dégât-là, de cette catastrophe, parce qu'ils ont tout détruit sur son passage. Moi, j'insiste beaucoup sur la démarche critique parce qu'on voit ce genre de graphique, par exemple. Donc, je pense que si vous avez déjà vu, soit dans des articles, dans des revues, ou bien vous avez lu ça, ou parfois des conférenciers, on remarque ce genre de valeurs qui sortent un peu de l'ordinaire pour marquer en quelque sorte qu'on est dans une période de réchauffement climatique et forcément, il y a plus d'impact, plus de tempêtes que le passé. Il faut faire très très attention à ce genre de chiffres parce que là, par exemple, sur le XVIIe siècle, on a 5 tempêtes, XVIIIe siècle, 8 tempêtes. Par contre, entre 2000 et 2016, on a 16 tempêtes. Donc c'est vraiment de la fiction, tout simplement. Parce que les tempêtes n'ont pas la même définition. Parce qu'une tempête XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'est un événement grave qui a laissé beaucoup de dégâts, qui a causé beaucoup d'impacts. Une tempête actuelle, elle est définie par Météo France. C'est n'importe quel événement tempétueux qui dépasse les 120 km à l'heure. Quand le vent passe au-delà de 120 km à l'heure, on parle d'une tempête, tout simplement. Et du coup, c'est juste une question de définition de la tempête. On n'a pas les mêmes dégâts, on ne peut pas comparer des choses qui sont complètement incomparables. C'est pourquoi j'ai insisté depuis le début que nous, on s'arrête au XVIIIe siècle et on essaye, pour l'instant, on est en train de travailler pour trouver des méthodes pour comparer une tempête antérieure au XVIIIe siècle avec une tempête postérieure au XIXe siècle. Parce que les outils de décrire ces événements-là ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas comparer 2 événements qui sont décrits par 2 outils complètement différents. Donc d'un côté, après 1850, les tempêtes sont décrites par des valeurs quantitatives.
hauteur des houles, surcote, hauteur des vagues, marée, vitesse, force de vent, dépression. Donc tout ça, ce sont des valeurs. Or, quand on lit la tempête de tout à l'heure, la description de 1750, la tempête elle a été décrite par des impacts sur ce qui s'est passé sur le territoire. Arrachement des ardoises dans les églises, arrachement des arbres, arrachement des chênes, et ainsi de suite. Donc comment on peut comparer un événement décrit qualitativement avec un événement décrit d'une façon quantitative? Donc c'est pour ça que dans notre étude, on a récolté sur les 20 000 documents entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle. Donc on a fait un recensement, et même dans notre propre recensement, on est resté très prudent sur le nombre des tempêtes et voir s'il y avait un changement, impact, un changement climatique sur l'intensité et les fréquences des tempêtes. Parce que tout simplement, antérieur au XVIe siècle, on n'avait pas une exhaustivité et représentation des ressources, parce que tout simplement, il n'y avait pas beaucoup de sociétés littorales qui vivaient proche de la mer, qui vont décrire ces événements-là. Ça veut dire qu'il y a moins de sociétés littorales, ça veut dire moins d'archives historiques, tout simplement. Et du coup, il y en a des tempêtes qui sont passées, qui sont produites, mais qui n'ont pas été décrites parce qu'il n'y a personne qui va en témoigner. Or, après le XVIe siècle, là, on a une forme d'exhaustivité et une forme de représentation partielle des ressources. Sachant que aussi, entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, il y avait la Révolution républicaine, donc beaucoup d'archives ont été brûlées. Et par la suite, il y a les 2 guerres mondiales qui ont fini un petit peu le travail. Et malheureusement, on a perdu, donc, dans toute la région Ouest-France surtout, on a perdu énormément d'archives. Et si vous y allez dans les archives de Brest, on trouve maintenant rien du tout sur ce qui s'est produit dans notre territoire. On a essayé aussi de faire une relation entre les changements climatiques sur la variation passée des submersions marines. Donc on peut dire que sur le temps très très lent, parce qu'on est parti jusqu'à 12 000 ans, on peut pas dire qu'il y a une forme d'activité, en relation entre l'activité tempétueuse qui semble accrue dans les périodes froides. Donc on a commencé à ressentir ça, ça veut dire que quand il fait froid, donc on a plus de tempêtes. Et puis, cette activité tempétueuse, donc, elle est accrue durant les phases positives de l'oscillation nord-atlantique. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que je pense que mon collègue Marc Robin il va en parler un petit peu sur la partie changement climatique et l'élévation du niveau de la mer tout à l'heure. Mais par contre, on reste toujours très vigilant parce qu'aucune corrélation statistique stricte n'a été établie entre ces 2 variables. Donc, on ne peut pas dire qu'on a répondu à la question de GIEC, mais on est toujours en phase pour répondre à ce genre de questionnement et voir comment on va s'adapter dans le futur avec le réchauffement climatique actuel. Donc, évaluer les impacts. J'ai encore le temps. Vous m'avez dit 3 heures, c'est ça? Oui, j'ai pas de montre. Il est 10h10. Mon horloge. Il est 10h10. Tu peux lever la main quand... non, pas maintenant. Voilà, dès que j'arrive à 10h20, vous me dites. Sinon, je vais continuer. Si on ne m'arrête pas, je ne vais pas m'arrêter. Je t'arrêterai. Voilà, merci. Merci. Donc, on a commencé à creuser un petit peu la question des impacts de ces tempêtes-là pour étudier surtout la trajectoire de la tempête et voir les tempêtes qui viennent de sud comme les tempêtes qui viennent de nord. On a un petit peu retrouvé les mêmes résultats de Météo France parce qu'à l'échelle de notre territoire, on a 3 grandes trajectoires des tempêtes. Donc, on a une trajectoire qui passe pile poil avec notre zone. Donc, on a vraiment les 2 grandes trajectoires qui passent au centre où on vit. Il y a une trajectoire qui passe plus vers le nord et qui touche plus les îles britanniques et qui ont causé les 100 000 décès aux Pays-Bas en 1533. Donc, on n'est pas concerné par cette trajectoire-là. Et après, on a une trajectoire qui passe carrément dans le sud de la France, qui sillonne un petit peu les Pyrénées et qui va vers la Méditerranée. Donc, cette trajectoire-là, donc aussi, ça ne nous concerne pas trop. Ce qui nous concerne plus, ce sont les trajectoires qui passent vraiment dans le milieu, avec 2 grandes
petite trajectoire, sachant qu'une tempête, il a toujours un diamètre qui varie entre 500 et 1000 km. C'est-à-dire une tempête qui va passer au niveau de La Rochelle, forcément, et là, sa trajectoire, c'est de La Rochelle, mais il va atteindre un petit peu toute la façade atlantique française. Après, on a commencé à cerner aussi une autre question, c'est qu'on a des grosses tempêtes qui sont produites dans le passé et qui ont sillonné toute la France, ça veut dire qu'ils ont pénétré par l'océan et après ils ont sillonné tout le continent jusqu'à Paris, après ils ont parti vers la Belgique et les Pays-Bas. Et on a des tempêtes, on a commencé aussi à les différencier, ce sont des tempêtes par concomitance. Ça veut dire qu'il y a un faible vent, ça veut dire la direction de vent, la vitesse de vent n'est pas très très forte, mais par malheur, il est arrivé avec une surcote, avec une dépression, avec une hauteur de houle assez intéressante, et puis avec les marées des vives eaux, donc un coefficient 120. Et donc la concomitance entre plusieurs événements, donc il y a une forme de probabilité aussi qui se produise pour que ces 4 éléments se produisent en même temps, qui vont créer une tempête. Et donc on va voir les impacts de ces tempêtes seulement sur la zone littorale. Donc il n'y aura pas beaucoup d'impact sur les continents parce que le vent n'est pas assez fort pour aller déraciner quoi que ce soit. Mais par contre, en couplant le vent avec la hauteur des marées, avec la hauteur des houles, avec la dépression via la surcote, forcément ça va générer une submersion marine qui va poser plus de dégâts sur la zone littorale qu'à l'intérieur des terres. Et donc ça, on peut facilement aussi le détecter maintenant avec ces études-là. Donc pour évaluer les impacts, donc on a essayé un petit peu de construire un indicateur qui est toujours en cours de validation, justement pour essayer de comprendre, trouver aussi une astuce pour comparer une tempête avant 1850 et une tempête après 1850. C'est ça un peu le principe, c'est-à-dire on va transformer toutes les tempêtes qu'on a en valeurs d'indication. Donc on va tous les quantifier en quelque sorte. Donc là, on a pris, à l'époque, il y avait des affections au bâti, il y avait des pertes humaines, et puis il y avait les pertes qui sont liées à l'activité. Donc c'est un petit peu ce qu'on a trouvé dans les différents documents historiques. C'est ce qu'on prend en considération à chaque fois qu'il y a une tempête. On parle de ce genre d'impact. On dit que l'impact est là. Affecter les bâtis, comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a des maisons qui ont été détruites, qu'il y avait des églises qui ont été arrachées, les ardoises de l'église ont été arrachées, ainsi de suite. Après, on peut détecter parfois des pertes humaines, sachant que ça aussi, elle est pondérée dans l'histoire, parce qu'on a commencé à prendre en considération les pertes humaines d'une tempête seulement il y a 4-5 siècles. Avant la mort, elle fait partie de la vie des sociétés littorales à l'époque, parce que soit par un noyade, soit juste par un duel, soit juste parce qu'il y a une maladie, et ainsi de suite. Donc on ne recense pas tous les morts tous les jours. Mais à partir du XVIe siècle, on a commencé à recenser les morts de façon plus précise, qui sont dues à une tempête, parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur la personne, et puis elle a été recensée comme un décès suite à une tempête. Et après, surtout, donc là, les torts qui sont liés à l'activité, à la perte d'activité agricole, saliculture et sylviculture. Avec 2 dimensions pour chacun des 3 éléments, donc on a donné aussi des valeurs pour chacune dimension pour essayer un petit peu de décortiquer un petit peu ces impacts. Évaluation relative au niveau d'endommagement et puis cadre spatial extrême des dommages, donc un petit peu une répartition spatiale. Donc ça, c'est un indicateur qu'on a essayé de l'adapter de l'indicateur de l'échelle Saffir-Simpson qui est utilisé sur les impacts des ouragans aux États-Unis, les cyclones tropicaux, sur les bâtis par l'étude d'impact. Et après, on a ajouté une 3e dimension pour le bâti uniquement cette fois, c'est la loi d'Archibald. Donc la loi d'Archibald qui stipule que la vitesse de vent augmente avec l'altitude, la hauteur d'un édifice le rend plus ou moins sensible, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de ne pas tomber dans l'erreur, justement. C'est pourquoi on a intégré un petit peu cette loi dans notre calcul. Et après, on a essayé de faire une pondération supplémentaire, c'est entre le niveau d'endommagement et le cadre spatial. Et on a décrit des tempêtes par rapport à leur intensité, avec des dommages possibles qui peuvent causer à ce moment-là. Et puis on a essayé de montrer quelques indices d'intensité de certaines tempêtes et les quantifier. Donc on a retrouvé par exemple les tempêtes qui étaient les plus destructrices à l'époque. Donc la tempête de 1645 par exemple, qui a eu un indice de 5, et puis la tempête de 1751, ce que j'ai décrit tout à l'heure dans le texte. Bien évidemment, ce travail n'est pas encore fini, sinon on aurait pu déjà le présenter et je serais déjà sur Ouest France avec Marc Robin
sur un article en train de la présenter, mais c'est pour ça qu'on est en train toujours de le valider. Là, pour l'instant, on a essayé de le valider seulement sur les tempêtes anciennes. On va essayer de le tester maintenant sur les tempêtes récentes et voir est-ce qu'on peut avoir une forme de continuité quantitative, cette fois, entre les tempêtes de passé et les tempêtes de présence. Donc c'est pour ça qu'on reste un petit peu très modeste sur ce résultat-là, et on essaie encore de creuser la question pour avoir beaucoup plus de précision sur ça. On termine donc par la réponse des sociétés. Donc les sociétés littorales étaient toujours présentes pour défendre leur territoire, pour y remédier quand il y a une destruction d'une digue par exemple, pour faire face à ces différents événements. Donc il y avait une acquisition des transmissions des savoirs, donc d'une génération à une autre, intégration des risques dans le mode de vie, et c'est toute la différence entre les sociétés littorales de l'époque et les sociétés littorales modernes, c'est que les gens de l'époque, ils vivaient avec le risque, ils vivaient avec l'aléa, parce qu'ils étaient tout le temps présents sur le site. Or, maintenant, on remarque qu'il y a une nouvelle société qui commençait à coloniser en quelque sorte, si je peux me permettre, ce territoire. Ce sont un petit peu les personnes qui habitent dans le continent et qui viennent dans la mer seulement pendant les vacances d'été. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune connaissance sur le milieu et qu'ils ne savent même pas y vivre avec. Et ça leur fait peur quand ils voient un petit peu ce genre d'événements sur leur territoire. C'est pourquoi l'intégration de mode de vie dans la psychologie des familles de l'époque était un moment très important, ou bien c'était quelque chose de très important pour ces sociétés-là, pour faire face à ces événements-là, et qu'ils ont réussi à vivre avec. Donc ils disent, voilà, ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Il y a aussi l'entretien et la diffusion de mémoire, ça veut dire sur les tempêtes de 1751, on a fait parfois des maisons de retraite, on a rencontré des personnes qui se souvenaient, qui n'ont jamais vécu en 1751, bien sûr, mais qui ont toujours une chanson dans leur tête, que leur grand-mère leur chantait ça, pour garder cet événement de 1751 dans leur tête, et dire qu'il y a des événements beaucoup plus atroces, beaucoup plus catastrophiques que ce qu'on fait actuellement, et qu'il faut garder ça dans l'esprit. Ça veut dire qu'ils ont vécu donc, au 19e siècle, le 20e siècle, mais ils ont dans leur mémoire un événement qui se produit il y a 2-3 siècles et qui a marqué cette société. Donc, ils ont même chanté ça dans un magnétophone à côté de nous. On était un petit peu impressionnés par rapport à ces paroles et puis par rapport à cette chanson qui matérialise un drame qui s'est produit en 1751. C'était quelque chose d'extraordinaire de faire vivre un petit peu jusqu'à 21e siècle, vous imaginez. Après, donc là aussi, il y avait l'aménagement du territoire qui était soit fait généralement par les sociétés elles-mêmes, littorales. Donc ça veut dire que c'était les pêcheurs, les paludiers qui vont protéger leur territoire parce que c'est leur bien qui sont en train de le protéger, de protéger leurs activités. Et quand ça les dépasse, le roi envoie ses ingénieurs pour aller construire une nouvelle digue ou restaurer une nouvelle digue. Donc là, l'exemple le plus marquant, c'est l'exemple de Champagné. Donc là, la carte des marais des Champagné, où on voit un petit peu toute la partie endiguement qui est partie depuis le petit village de Champagné jusqu'au marais de Poitevin et qui a endigué un petit peu tout ce territoire sur plusieurs siècles pour justement, donc ce qu'on appelle ça des bottes à l'époque. Donc c'était ces petites digues successives vers la mer. Ils avaient plus pour une mission de protéger la société, ça c'est la mission première, de créer, donc ils ont commencé à un moment donné de créer des pêcheries en mettant ces cloisons. Et la troisième position, c'est gagner encore de la terre sur la mer. Donc c'est une forme de poldérisation qui a commencé à s'installer depuis le Xe siècle ou le XIe siècle, parce que les digues les plus anciens qu'on a pu recenser, ils datent du XIe siècle. Donc on a essayé de synthétiser un petit peu, mais on ne voit pas bien, désolé, qu'à chaque fois qu'il y a un événement tempétueux, donc il y avait des réactions des sociétés, puis il y avait des aménagements, que ce soit généralement des travaux de réfection, par exemple des digues, des chaussées, des salines. Il y avait des cycles des travaux d'aménagement, par exemple, à un moment donné à Penbron, suite à la tempête de 1711, par exemple. Donc là, il y avait
une perception, donc là, dans l'esprit ou bien la psychologie des sociétés, donc il y avait une forme de perception des risques, il y avait une forme de mémoire collective qu'ils se partagent, soit en organisant une fête, par exemple, même le mot fête, ce n'était pas le but, mais c'est juste pour garder ça en mémoire qu'il y avait un événement apocalyptique qui s'est produit à un moment ou à un autre, et ainsi de suite. Et puis un autre exemple aussi d'une réponse des sociétés littorales qu'ils étaient à l'époque, c'est le déplacement par exemple de la chapelle et de bourg de l'Aiguillon-sur-Mer, plusieurs kilomètres plus vers les terres pour se protéger. Et quand on voit ici dans la petite carte la position de l'Aiguillon-sur-Mer avant le déplacement, maintenant il se retrouve dans la mer. Donc c'est pour ça. Donc en 1700, je crois que c'est en 1782, suite à la grosse tempête de 1751 d'ailleurs, du coup ils ont décidé de déplacer complètement le bourg vers l'intérieur de terre. Donc il s'est déplacé de cet endroit-là, on le voit un petit peu en rouge, vers le site actuel. Et quand on voit le bourg à l'époque, donc maintenant il est complètement sous l'eau. Donc pour conclure, je vais résumer un petit peu la démarche. Donc la démarche que nous adoptons dans notre laboratoire, dans une partie de notre laboratoire, c'est étudier l'ALIA, donc selon les différentes approches, avec les différentes approche historique, approche dendrochronologique, approche scientifique pure et dure. Donc essayer de comprendre un petit peu ces périodes de retour aussi, essayer de les comparer avec la courbe de température. Malheureusement, on n'a pas à l'échelle française, une courbe de température déjà très fiable. On utilise les courbes de température des îles britanniques. Et puis on essaie de voir un petit peu quel est l'impact, ou quel serait l'impact d'un changement de température sur ces événements-là. On essaie un petit peu d'analyser, avec une analyse spatiale, de voir un petit peu les impacts de ces événements sur le territoire français. Donc chaque événement, quels seraient les impacts? Où est-ce qu'on a pu recenser ces événements pour avoir un cadre spatial global? On essaie d'étudier aussi l'évolution historique des réponses sociétales, comment la société elle a pu s'acclimater avec ces événements-là, comment elle a pu répondre à ces événements-là, comment elle a pu se protéger contre ces événements-là. Et puis l'évolution et la gouvernance depuis la période des rois jusqu'à la République. On va trouver les mêmes échelons. Ça veut dire qu'au départ, c'est la société qui gère. Quand ça le dépasse, c'est la préfecture ou bien c'est le pouvoir seigneurial qui gère. Et puis quand ça dépasse le pouvoir seigneurial, c'est le roi ou le président de la République qui doit intervenir. Donc vous vous souvenez tous, après Xintia, la chose la plus marquante qui m'a personnellement marqué, c'est de voir Nicolas Sarkozy à l'époque sur le terrain inondé de la Tranche-sur-Mer. C'est quelque chose qui était assez fort, c'est un message, ça veut dire que c'est toute la France qui était derrière les victimes de Xintia. Et ce n'est pas que la société, ça veut dire que c'est toute la France qui était endeuillée ce jour-là. Et puis je termine par un grand merci pour votre attention. Merci professeur, c'était un très bel exposé. On est parti de loin, on est revenu tout près, c'est bien. Et on est toujours là. Oui, on est toujours là, pour longtemps. Donc j'ouvre la séance de questions. On a combien de temps pour les questions? Parce que il est quelle heure? Bon, donc ça va. On a un peu de temps. Est-ce que je peux demander à ceux qui demanderont la parole de s'identifier et s'ils sont ou élus ou responsables d'une association ou une profession importante en matière d'environnement ou de marais salants, de le dire? C'est plus... D'abord parce que je ne vous connais pas et comme ça m'apprendra à vous connaître. Puis ensuite, c'est pour l'enregistrement de la conférence, c'est plus intéressant. Qui veut poser la première question? Oui, tout au fond, là-bas. Michel Guérino, je suis simple citoyen, donc je ne fais pas partie des élus. Ça existe. Je voulais savoir, vous avez parlé en 1751 d'une tempête importante, avec les conséquences matérielles et humaines qu'il y a eu, mais est-ce qu'on connaît les causes de cette tempête? Non. Et j'avais une deuxième question, qui est un peu différente. Est-ce qu'un tsunami est considéré comme une tempête? Non. Je vais répondre à votre question. Une tempête, normalement, c'est un événement climatique. Et
quand c'est situé sur la zone littorale, c'est un événement qui est conditionné par et des conditions climatiques, donc météorologiques, et des conditions marines. Donc notamment la hauteur de la vague, la hauteur de la houle, la surcote qui est causée par la dépression. Et donc c'est la concomitance de tous ces événements-là qui sont d'origine et climatique et marine qui peuvent causer une tempête et une submersion marine. Un tsunami n'est pas une tempête. Un tsunami, c'est juste un mouvement tectonique qui se produit dans l'océan et qui génère une grosse vague, un raz-de-marée qui peut détruire la zone. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un très beau temps, donc avec un gros soleil, mais avec un tsunami qui arrive derrière. Par contre, une tempête, on a un fort vent, on a des houles qui sont assez impressionnantes, on a parfois des précipitations assez fortes, et puis on a une dépression qui va absorber un petit peu le niveau marin, qui va essayer de le surmonter un petit peu de quelques centimètres, donc ce qu'on appelle la surcote, et l'accumulation de tous ces paramètres crée une tempête avec une submersion marine. On peut aussi avoir une tempête, mais sans submersion marine. Ça veut dire qu'il y a juste un fort vent qui n'a pas réussi à déplacer une grande masse d'océan vers le continent. Et donc là, on peut avoir juste une tempête tout court. J'ai bien répondu à votre question, monsieur? Merci. Premier rang. Oui, Rémi Gautron, garant d'environnement, excusez-moi, j'ai mes petites notes à la volée. Mais... Pardon, attendez. Ben, je peux vous prêter le mien. Parlez plus fort. J'ai pris des petites notes à la volée, mais j'ai entendu tout à l'heure évoquer Pimbron. Oui. La date 1711, si j'ai bien entendu. Oui. Et c'est une archive écrite, un témoignage. Exactement. C'est une archive écrite. Oui. Bon, ben ça nous intéresse bien particulièrement. C'était je vous dirais exactement, c'était à la période, donc la tempête de 1711. Donc on avait noté qu'il y avait une mémoire collective des secours et des évacuations des personnels qui ont été sous les eaux, donc dans leur maison. Et puis il y avait un grand cycle des travaux d'aménagement de tous les digues à Pimbron, oui, effectivement. Donc Pimbron, on parle bien du site que l'on connaît ici, mais qui n'était pas peuplé au niveau du Tombolo à l'époque. Exactement. Mais on avait un cycle à l'époque, on avait un cycle parce que normalement il y avait tout l'endiguement qui commençait à s'affaisser et toute la population qui est en arrière-plan qui avait en souffert. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à le protéger. Et les premiers travaux qui ont commencé à Pimbron, ils ont commencé en 1725 pour la protection de la digue. Merci. Je vous en prie. J'ai une question suivante. Non, un peu derrière. Après. J'en fais beaucoup, hein. Oui. J'ai bien compris qu'il fallait faire une différence entre les événements sismiques et les événements tempétueux. Oui. Mais est-ce que vous établissez un parallèle ou des passerelles avec l'échelle de Richter qui permet de mesurer la force des tremblements de terre? Est-ce qu'il y a des passerelles entre votre recherche et celle qui est aujourd'hui un peu universellement connue et qui permet de mesurer l'importance d'un trouble de nature sur l'écorce terrestre? Effectivement, c'est une question qui est très pertinente mais sur le temps moderne, parce que l'échelle de Richter n'existait pas avant 1850 non plus. C'est pourquoi nous, on est en train de creuser déjà la question sur la partie où on n'avait pas d'unité de mesure, d'instrument de mesure à l'époque. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Mais par contre, on est sûr et certain que ce n'était pas des tsunamis, parce que par rapport à tous les documents sur lesquels on a travaillé, il n'y avait pas de tsunami, parce qu'on le retrouve facilement, que ce soit dans les écrits, parce que les gens, quand ils décrivent un événement tempétueux, ils décrivent que c'était le ciel est gris, un fort vent, et ainsi de suite. Et comme j'expliquais à votre collègue tout à l'heure, ou bien à votre personne, voilà, désolé, quand on a un tsunami, on peut avoir un très beau temps. Ce qui s'est passé par exemple en Indonésie il y a quelques années, les gens ils étaient en mer en train de profiter de la mer, il faisait très beau, il n'y avait pas de vent, mais par contre il y avait une vague d'une dizaine, vingtaine de mètres qui arrivait, et ça c'était un tsunami. Voilà, c'est exactement ça, un tremblement de terre dans l'océan à l'intérieur qui a causé, parce qu'il y a un déplacement d'une fracture, ou bien d'une faille dans l'océan, qui a déplacé un petit peu une grosse vague vers le continent. Le seul tsunami sur lequel on a des doutes, c'est le tsunami de Boin, mais ça reste à prouver. Parce que même dans les archives sédimentaires, la taille d'un tsunami peut déplacer des blocs de plusieurs 106 mètres d'épaisseur, voire plusieurs mètres d'épaisseur. Or, à peine dans la petite mer de Gavre à l'Orient, on avait trouvé des petits graviers de 2-3 cm de diamètre.
Et donc, c'est juste un raz-de-marée que pourrait déplacer ce genre de matériaux. Donc, on n'a pas vraiment... On n'est pas dans une zone où on a une activité de tremblement de terre assez importante. Et puis, on n'a pas... Et d'ailleurs, même le tsunami de Lisbonne, on a trouvé plus de traces dans le nord de Maroc qu'en Espagne ou en France. Donc, voilà. Madame au premier rang. Emmanuelle Soala, citoyenne et membre de l'association Patrimoine en Presqu'île. J'ai 2 questions. Les champs que vous avez évoqués, et vous les rattachez aux événements de 1751. Exactement, comment pouvez-vous être aussi affirmatif? Parce que ce sont les dames qui dans les chansons qui évoquent la date de cet événement-là. Il y a la date dans les chansons. Et ils évoquent pas que la date. Ce qui était impressionnant, c'est qu'ils évoquent et la date, ils évoquent et combien de morts, et qu'ils évoquent quels les pêcheurs qui ont perdu leur vie par noyade parce que leurs barques ont échoué. Puis ils évoquent énormément de détails sur ce qui s'est produit ce jour-là. Donc on a enregistré ça. Moi, malheureusement, j'ai pas ramené mon magnétophone avec moi, mais on a enregistré ces 5 minutes, un petit peu d'émotion déjà, parce que même ces personnes-là qui n'ont pas vécu ces événements-là, ils racontent ces événements comme ils l'ont vécu en 1751. Et quand vous évoquiez cela, j'ai immédiatement pensé à cette chanson que tout le monde connaît, Bateau sur l'eau, la rivière a débordé et tout le monde s'est noyé. Oui, c'est un petit peu dans cet esprit-là aussi. Et on chante ça aux enfants. Exactement. Au tout petit. Après, à un moment donné, ils vont vous poser la question, ils vont vous dire mais pourquoi vous dites ça, maman? Parce qu'il y a une inondation qui se produit telle date, il a laissé tel mort, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est comme ça que ça... Je la chante, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je chante là? C'est affreux. C'est la mémoire collective. Voilà. Donc, Vous voulez nous la chanter? Ma petite fille n'est pas là, donc non, je vais vous épargner. On vous aura accompagné. Et puis j'ai une autre question, par contre je vais m'éloigner un peu de notre région. Je pensais à Californie et la faille de San Andreas. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tsunami gigantesque? C'est une question personnelle parce que j'ai une fille qui vit là-bas, c'est tout. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Et même maintenant, ce qui encore fait peur, c'est que les tsunamis maintenant ils sont utilisés même par... parce qu'on a on a une conférence avec un service de l'armement de la marine française, et puis il y a certains pays qui veulent faire bouger les failles par des bombes pour créer justement des tsunamis artificiels. Non. Et ça, c'est un autre sujet, ça. Non. Oh mon Dieu. J'ajouterais que j'ai vécu... oui, je réponds, c'est absurde. Allez-y, hein, bien sûr. J'ai vécu à Vancouver, j'étais consul général à Vancouver, et c'est la suite de la faille qui part jusqu'en Alaska. Lorsque j'étais là-bas, il y a eu en Alaska un tremblement de terre absolument majeur, au-dessus de 8. Et donc, c'est bien une faille gigantesque. Et à Vancouver aussi, dans les hôtels, partout. Chez soi, on est supposé, comme au Japon, comme à Tokyo, d'avoir du matériel, etc. Donc, les gens vivent avec, en effet. Oui, c'est ça. Elle vit là-bas. Mais ils mourront quand même, parce que, bon... Ah non, pitié. Ah non. Non, mais... Non, il ne faut pas lui dire ça. Ne me dites pas ça. Ouais, moi, je réponds plus. Il veut acheter une résidence secondaire à San Andreas. Juste derrière vous, et puis ensuite, c'est vous, monsieur ou madame, je ne vois pas dans l'ombre. Oui, Dominique chez de moi. Et après, ici. À Pimbron, on parle beaucoup de la tempête de Xynthia. Et moi, j'ai rencontré des gens qui ont vécu à la fin du 19e siècle ce qu'ils appellent un raz-de-marée sur les marais de Guérande, quoi. Et est-ce que vous pouvez évoquer ça? Parce que ça nous intéresse, quoi. Oui, merci pour la réponse. Mais on n'a pas traité ce raz-de-marée. Mais je pense que, si ma mémoire est bonne, donc c'était le raz-de-marée de 1850. Comment 1000 Voilà, c'est ça. Donc, sur la partie sédimentaire, on a un petit erreur. Donc là, effectivement, il y avait un événement. Mais nous, on n'est pas arrivé jusqu'à ce stade-là. On est resté sur le 19e siècle. Donc, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup de données. Après, normalement, ça, on le trouve facilement dans les archives, même dans les journaux à l'époque. On peut trouver des écrits nombreux sur ce genre d'événement. On l'a décrit comme étant un vrai lac de Exactement. C'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Quand on a une submersion marine, ça devient un lac et pendant plusieurs années. 1751, par exemple, à Noirmoutier, il était complètement inondé. Et puis, les gens, pour se déplacer d'une maison à une autre, ils prenaient des barques.
Donc, et ça, c'est une tempête. Moi, je n'ai pas évoqué, parce qu'à chaque fois quand on parle de submersion marine, ce n'est pas la submersion marine de Xintia où il a touché une zone qui ne devrait pas y être construite, parce qu'il était déjà une zone marine. Donc, c'était même pas... Mais quand on parle de submersion marine, effectivement, ça veut dire que le continent se transforme en lac. Et ça, c'était tout le temps. Quand nous, on a évoqué le mot submersion, c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que c'est question de définition. La submersion marine, c'est une inondation temporaire de continent, mais à l'époque, parce que là, maintenant, on a le matériel, on a la technologie pour aller vider, pour aller nettoyer ce qui s'est produit, pour restaurer le milieu en quelques jours, voire quelques mois. Mais à l'époque, comme on n'avait pas ces moyens-là, on vivait avec. Ça veut dire que les gens, ils habitaient dans un lac. Et ils se déplaçaient dans un lac. À Noirmoutier, on a des écrits que les gens se déplaçaient dans des barques pour aller dans une maison pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce que la mer s'est retirée complètement. Donc il y a l'inondation, mais l'eau il est restée stagnante sur le site. Donc, Vous avez encore 2 questions, une là et une ici. Après, Bonjour, avec votre merci autorisation. pour cette Bonjour, magnifique conférence. Merci à vous. Je voudrais évoquer les vagues scélérates. Oula. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je pense que c'est Marc Robin qui reviendra avec le changement climatique sur l'élévation au niveau de la mer et les changements climatiques sur ça. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Bon, alors, ce sera 3. Oui, elle était courte. Vous et vous. Bonjour. J'ai juste voulu savoir, avez-vous trouvé dans les archives sédimentaires des traces des montées d'eau qui n'étaient pas remarquées par les villes qui étaient juste à côté? Par exemple, est-ce qu'il y a toujours un lien entre les archives sédimentaires et les villes à côté qui ont noté, ou est-ce qu'il y a des occasions où vous avez trouvé une montée d'eau qui n'était pas notée par les citoyens à côté? Oui, effectivement. Et le problème, c'est que ce que je vous ai expliqué, normalement, il y a les deux approches se complémentent et les deux approches présentent des points négatifs aussi. D'un côté, la sédimentologie, on a une forme de continuité de ce qui s'est passé dans le passé, mais il nous manquait la précision, parce que quand on a une date, on fait la datation par des produits chimiques, par des radioisotopes, et on a toujours une erreur de quelques mois, voire quelques années. Ça veut dire que quand on pose une tempête, par exemple, on dit voilà, la tempête s'est produite en 1700 et quelques, donc plus ou moins 10 ans, 15 ans. Par contre, quand on va chercher dans les archives historiques, on va trouver la tempête avec la date, avec le jour et avec le mois. Donc on est vraiment dans la précision de la tempête. Effectivement, il y a des documents qui ont été soit brûlés, soit on a trouvé un seul document, et du coup on ne l'avait pas pris au sérieux parce qu'un seul document pour nous statistiquement n'est pas valide. On a les documents, les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure, ce sont des résultats qui sont basés seulement au moins sur 3 documents différents, décrits par 3 personnes différentes aussi, dans 3 zones différentes. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient dans 3 villes ou des villages différents. Ils ne se retrouvaient pas dans le même village, ni dans la même ville, pour avoir une certitude que c'est un événement majeur qui s'est produit ce jour-là. Et ça, c'est ce qu'on a utilisé. Mais par contre, on a trouvé des traces dans des carottes sédimentaires, par exemple, qu'on a trouvé à côté dans les archives, seulement une personne qui l'avait décrit, qui était beaucoup plus loin sur ce qu'on a trouvé, et qu'on a essayé de les rapprocher, les informations, les uns par rapport aux autres. Mais ça c'est, on a déjà trouvé ce genre d'informations. Autre chose sur laquelle moi je vais insister, c'est que la partie sédimentologique, on a vraiment les événements les plus destructifs qu'on a réussi à les détecter. Ça veut dire, sur le dernier millénaire, on a réussi à détecter 17 événements les plus apocalyptiques qu'on a pu avoir, les plus extrêmes. Dans les archives, on est monté un petit peu plus loin, on est sur une centaine d'événements tempétueux et de submersions marines qui ont été décrites dans l'histoire. Donc on voit un petit peu la différence entre les deux. Bonjour, Christian Beaupère, élu de Pornichet. Je voulais vous poser une question par rapport aux difficultés de retrouver des traces écrites, des informations par rapport à la Révolution notamment et aux guerres. Nos amis anglais n'ayant pas coupé la tête de leur reine encore, ayant subi moins de dommages de guerre que nous, ont-ils, eux, des informations qui pourraient vous être utiles, notamment pour toutes les tempêtes, je dirais, de Nord-Atlantique? Oui. C'est ce qu'on est en train de faire, justement. On est en train de comparer nos résultats avec les résultats des anglo-saxons, des Britanniques et même des Espagnols aussi, parce qu'ils ont aussi leurs archives, pour raffiner
affiner un petit peu notre recherche, parce qu'on sait très bien qu'un diamètre de tempête, quand ça se produit chez nous, il y a des traces vers le nord un petit peu, il y a aussi des traces vers le sud. Mais comme j'expliquais à un moment donné, c'est qu'on n'a pas sur la même trajectoire quand on est au milieu de la zone de l'ouest de la France. Ici, on n'a pas la même trajectoire. Ça veut dire qu'il y a des tempêtes qui passent vers le nord qui ne pourront jamais nous atteindre. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu à entendre parler d'une tempête, par exemple, de 1772, 75, pardon, qui s'est produite plus vers la mer du Nord, qui a sillonné toute la mer du Nord jusqu'à la Pologne. Mais nous, dans notre région, on n'a pas eu des dégâts. Et je pense que même il y a des tempêtes récentes qui ont attaqué plus Brest, Caen, et ont sillonné un petit peu la Belgique, et ainsi de suite. Et nous, on n'a pas été touchés. Donc, on est sur deux trajectoires différentes. Mais par contre, effectivement, il y a des archives historiques qui sont déplacées, donc des papiers qui sont déplacés avec des personnes vers d'autres pays. Et l'exemple que j'ai, donc comme ça je vais boucler la boucle, j'ai commencé par le projet chinois. Donc les Chinois maintenant ils commencent à chercher, ils ont été colonisés par plusieurs pays il y a quelques années. Et du coup ces pays, à chaque fois, ils ont récupéré toutes les archives historiques qui étaient en Chine. Que ce soit les Allemands, que ce soit les Britanniques, les Japonais, les Français. Et là, ils ont lancé un méga projet. Il y a des millions et des millions d'euros en jeu pour aller juste chercher leurs archives dans ces pays-là et les ramener dans leur pays d'origine pour les étudier. Donc là, ils ont lancé ça il y a 5 ans. Et puis, il y a même des historiens que je connais qui sont spécialistes à la recherche des tempêtes dans les documents historiques qui ont accepté de faire partie de ces projets-là et pour aller chercher aussi avec eux les documents qui les intéressent pour les ramener en Chine après, pour les exploiter et les étudier. Voilà. Merci, professeur Maranon. Merci beaucoup. Le colloque, grâce à vous, a bien démarré. On se retrouve... On se retrouve à 11h avec votre excellent collègue Marc Robin.